Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Notre invité du jour, c'est tout simplement un journaliste, un baroudeur, diront certains, un baroudeur de l'information qui s'est aventuré dans tous les coins et recoins de la planète info, du journal télévisé. Pour les jeunes, c'était sur Canal J à l'époque. Il y a prescription. Au début de sa carrière, au magazine également Complément d'enquête France 2, passant par BFM Télé ou encore la station Europe 1. Et un journaliste aura goûté finalement à tous les plaisirs de l'actualité. On va en parler avec lui. Aujourd'hui, il occupe une place de choix dans le paysage audiovisuel français. À la radio, sur l'une des stations les plus écoutées, les plus puissantes de France. Et à la télévision, il accueille des personnalités politiques de premier plan. Thomas Soto, bonjour. Bonjour, je suis très méfiant parce que c'est très flatteur tout ça. Très flatteur. Je crains le pire pour la suite. C'est toujours le début. Ça commence toujours comme ça. Vous tenez les rênes, je disais, de RTL Soir, c'est tous les jours. Ouais. 18h, 20h, une tranche au cours de laquelle vous décryptez l'actualité à l'aide de journaux bien fournis, de plusieurs invités, de chroniqueurs, de débatteurs. Vous vous intéressez à la façon dont le monde peut tourner. J'ai une question très personnelle. Le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, comment vous le vivez justement ? Comme tout le monde. C'est-à-dire que je me dis que sur l'échelle des misères du monde, ça va, je ne vais pas me plaindre, tout va bien. Et je me dis quand même qu'on est dans un monde curieux, qu'on est dans un monde difficile, qu'on est dans un monde qui nous a privés de notre insouciance, qu'on est dans un monde qui nous enlève le sel de la vie. Je ne m'étais pas imaginé et je ne m'étais pas rendu compte à quel point les restos ou les terrasses de bar pouvaient me manquer. La lumière le soir. Voilà, vous savez, ça me rappelle la chanson d'Hallyday écrite par Goldman, L'envie. C'est-à-dire que, voilà, qu'on nous donne l'envie d'avoir envie. Là, on a bien compris tout ce qui nous manquait. C'est bon, Covid, on a compris. Maintenant, tu peux nous laisser tranquille. On voudrait recommencer à vivre, à s'amuser et à profiter de tout ça. Voilà. Après, c'est tellement dur pour tellement de gens. On parle quand même d'une maladie qui a fait 70 000 morts en France. Donc, ça invite aussi à l'humilité, à la discrétion et à ne pas trop se plaindre. Alors, il y a la crise sanitaire, il y a aussi la menace djihadiste, lancinante aujourd'hui en France, la crise économique, la déprime évidemment des étudiants, les gilets jaunes, donc vous avez accumulé un certain nombre d'informations au jour le jour. Depuis que vous exercez justement ce métier de journaliste dont je parlais tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà traversé une période aussi sombre ou pas ? C'est difficile parce qu'on peut pas. C'est à la fois le talent de l'actualité et sa raison d'être. Aucune actualité ne ressemble à une autre. Quand on a connu les attentats du 11 septembre, quand on a connu le 13 novembre, quand on a connu Charlie, évidemment, on ne se disait pas que c'était simple non plus, ni que c'était facile à vivre, et ça nous empêchait aussi de dormir, et ça nous pourrissait un peu le quotidien. Donc, mais là, il y a peut-être un cumul qui fait que c'est vrai qu'on a parfois l'impression que, et notamment sur cet automne, on se disait tiens, un jour c'est Covid, l'autre jour c'est terrorisme, un jour c'est Covid, un jour c'est terrorisme. Il y a un moment où on se dit, mais je vais me mettre dans une pièce et je vais écouter du Chopin. Voilà, c'est vrai qu'on a des besoins d'ailleurs, on a des besoins d'autre chose. Nous sommes en direct avec Thomas Soto sur Figaro Live, diffusé à la fois sur le Figaro.fr, je rappelle la page Facebook de TV Magazine. Êtes-vous un fidèle auditeur de RTL Soir ? Est-ce que vous appréciez ces émissions également à la télévision ? Est-ce que vous aimeriez le voir davantage peut-être aujourd'hui que le Joker... J'aurais dû prévenir ma mère pour qu'elle se connecte, pour qu'elle m'envoie des petits messages. Dites-nous tout sur lui. En attendant, je vous propose de découvrir tout de suite, Thomas, les news médias du jour. Et c'est avec Damien Canivez. Un peu de sérieux. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Thomas. On commence ces news médias, Thomas, comme tradition oblige, par les audiences de la veille. Exactement. Alors aujourd'hui, Philippe, j'ai envie de décerner presque 2 médailles d'or parce que 2 chaînes sont arrivées au coude à coude en tête des audiences. Déjà France 2 qui rendait hommage à Jean-Pierre Bacry avec le film Le goût des autres. Je vous félicite de commencer par France 2. C'est un très bon choix. Vous êtes un homme de goût. Écoutez, voilà, on essaye d'être bien urbain quand on reçoit des gens de France 2 ici. Le goût des autres avec sa partenaire de toujours Agnès Jaoui. 4,3 millions de fidèles en moyenne, 18,5% de part d'audience. Seulement 300 000 téléspectateurs plus bas. On retrouve TF1 qui misait sur la suite de la première saison de Doc, la fameuse série italienne médicale portée par Luca Argentero. Et enfin, sur la 3e marche du podium, on retrouve le 100e numéro de Recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza qui recherchait un logement pour l'actrice de Plus belle la vie, l'ex-Plus belle la vie du coup, Fabienne Cara. Et enfin, on termine avec TMC qui dépasse le million avec malgré tout un numéro en rediffusion. Mais là encore, il s'agissait d'un hommage à Jean-Pierre Bacry. Plus d'1 million de téléspectateurs se sont rassemblés devant ce numéro toujours animé par Alain Chabat, soit 4,2% du public. Les audiences du Prime. Thomas, vous avez présenté plusieurs magazines d'investigation, d'enquête, Capital sur M6, il y a déjà un petit moment, ou Complément d'enquête sur France 2. Vous trouvez que justement cet exercice vous manque et est-ce que vous trouvez qu'il y a une place suffisante à ces magazines d'investigation ?
Oui, il y a de la place, il y a de l'investigation à la télé aujourd'hui, il y a des moyens pour l'investigation. Moi, c'est pas ce qui me manque le plus, honnêtement. Je suis beaucoup amusé à Capital. Et là, je suis passé un peu à autre chose, mais je regarde toujours, enfin souvent, pas toujours, mais souvent avec plaisir. Mais hier soir, j'ai regardé le Burger Quiz, pour tout vous dire, en zappant. Voilà, il y avait Chabat, évidemment, ouais. il y avait Bakri, il y avait Jamel, et c'était une belle émission. Et, et on se dit que le temps passe, quoi. Voilà. Ouais. Le temps passe. Bah oui, Jean-Pierre Bacry, moi ça nous fait. Alors peut-être qu'on est hypersensible en ce moment et qu'on a l'impression que tous les gens qui nous sont un peu, qui sont proches de nos vies sans être dans notre quotidien, moi je le connaissais pas, on se dit pourquoi tout ça, pourquoi ça s'accumule, mais voilà, faut tenir. On poursuit les infos médias. Alain Finkielkraut qui a décidé de revenir une nouvelle fois sur son éviction. Oui, alors vous le savez, depuis la rentrée, le philosophe intervenait en tant que chroniqueur dans l'émission 24 heures Pujadas sur LCI, à raison d'à peu près une fois par semaine. Le 11 janvier dernier, Alain Finkielkraut était invité à s'exprimer en plateau sur l'affaire Olivier Duhamel. Alors vous le savez, c'est ce politologue accusé d'inceste sur son beau-fils âgé à l'époque de 13-14 ans. Il a fermement condamné ces actes présumés qu'il a qualifiés de criminels avant de s'interroger sur le consentement. Et c'est précisément ce qui a déplu au groupe TF1 qui a décidé de l'écarter définitivement de son antenne. Dans un entretien accordé au Point cette semaine, l'intellectuel regrette cette éviction et reconnaît, je cite, avoir été naïf en oubliant que les réseaux sociaux font désormais la loi. Il explique aussi dans cette interview que sa famille a été secouée par cet épisode et c'est la raison pour laquelle Alain Finkielkraut a décidé de se censurer dès à présent, non pas pour complaire à la nouvelle mode morale, a-t-il déclaré, mais pour ne jamais rien dire qui puisse mettre en difficulté les miens. Fin de citation. Le débat d'idées devient périlleux avec la multiplication des informations et les relais sur les réseaux sociaux. Le problème, ce n'est pas le débat d'idées qui est périlleux. Il est utile, il est indispensable. C'est qu'on débat sur un morceau d'idée, on débat sur une demi-phrase, on débat sur une interjection, on débat sur un regard, une attitude. Finkielkraut, tout le monde donne son avis. Moi, je ne le donne pas parce que je n'ai pas vu la séquence en entier. Voilà, donc, quand j'aurais vu l'émission avec David Pujadas, voilà, j'aurais peut-être un avis. Et en plus, j'aurais un avis que je ne donnerai pas parce que je pense que tout le monde aujourd'hui s'autorise à donner son avis sur tout. On s'en fout de savoir ce que je pense de tout ça. Voilà, c'est pas... Je recevais hier Robert Badinter dans RTL Soir et il expliquait à quel point les réseaux sociaux et ce fonctionnement, cette espèce de lessiveuse était un danger, était une question sur laquelle il fallait qu'on s'interroge. Ça m'intéresse. Voilà, ce genre de réflexion de fond m'intéresse. Mais n'étant pas Robert Badinter, je me contente d'écouter ce que disent les cerveaux brillants et parfois j'aime faire l'éloge du silence, en tout cas de mon silence. Vous êtes vous-même très actif sur les réseaux sociaux ou pas? Non. Volontairement? Oui, parce que je l'ai été pas mal sur Twitter. Aujourd'hui, j'en ai marre d'être jugé en permanence. Alors, je suis très ouvert à la critique dans la vie personnelle et professionnelle, hein, c'est pas la question. Mais j'en ai marre de me faire insulter dès qu'on dit un mot. Si je dis bleu, il y a tous ceux qui pensent rouge qui disent ça va pas. Si je dis vert, il y a tous ceux qui pensent jaune qui disent ça va pas. Ça m'emmerde, voilà. Donc à un moment, j'en ai marre. Donc Twitter, je mets le programme d'RTL Soir parce que c'est un canal de communication important. Je parle de Roger Federer quand c'est important, parce que c'est quand même ce qui compte. Il faut quand même avoir des valeurs dans la vie. Et puis sinon, je suis sur Instagram. Alors sur Instagram, en revanche, je ne tolère pas les... Pour moi, Instagram, c'est quelque chose de plus personnel. Ceux qui veulent me suivre sont les bienvenus. Mais quand il y en a qui commencent à vouloir faire de la politique ou du machin, pour le coup, j'efface. Voilà. Je trouve tout le monde n'a pas le droit de vie, de mort et de jugement sur tout le monde. En tout cas, moi, je me bats contre ça. Alors j'aime la nuance. Je ne suis pas à la mode. Vous êtes contre l'anonymat aussi sur les réseaux sociaux dont on parle beaucoup en ce moment? Je suis contre les pleutres, moi. Voilà, quand on a quelque chose à dire et qu'on l'assume et qu'on le dit de manière argumentée. Bon, je pense qu'on peut tout entendre, tout peut se défendre à condition d'être argumenté, d'être dit ou publié ou sous le signe de la bonne foi. Voilà. Vous êtes prévenu. On termine ces news médias du jour, Damien, avec l'interminable feuilleton des droits du foot. C'est pas du tennis, mais du foot. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Thomas. Ne m'en parlez pas. J'ai un fils qui est fan du Paris FC, donc je regarde tous les matchs du Paris FC. On n'arrête pas de changer d'abonnement. On est passé Bein, Téléfoot. Alors on allait au stade quand c'était possible à Charletti, mais là, on est un peu inquiet. Alors écoutez, je vais essayer de faire le point. C'est assez compliqué. En tout cas, c'est un triste fiasco qui rime avec Mediapro. Vous l'aurez compris, après le retrait du diffuseur principal du championnat de football, incapable de payer ses droits depuis le mois d'octobre, c'est Canal+, cette fois-ci, qui a décidé de remettre ses droits à la Ligue de football professionnel. Pourquoi? Parce que Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, estime que la Ligue 1 avait perdu beaucoup de valeur et que son groupe donc avait surpayé les matchs qu'il avait achetés. C'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs dans les colonnes de l'excellent quotidien Le Figaro la semaine dernière. Voilà. Ça sent l'indépendance. Et ce mardi, il y a eu un nouveau rebondissement, figurez-vous, cette semaine. Canal+ s'apprête à contester devant la justice l'appel d'offres Éclair
d'alerte lancée mardi par la Ligue de football professionnel, car cette dernière a décidé de remettre en jeu uniquement les lots cédés par Mediapro. Alors, quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, selon RMC, la LFP demandera désormais une garantie systématique bancaire dans le nouvel appel d'offres pour éviter qu'un tel ratage ne se reproduise. Il fallait peut-être y penser un petit peu avant, ça, non? Ça aurait été pas mal, effectivement. Pas, ouais. Les autres ligues de football professionnel, à savoir en Italie, par exemple, l'ont exigé. En France, on ne l'a pas fait. En tout cas, c'est un super feuilleton politico-financier. Là, je recevais Bruno Le Maire lundi sur RTL et qui disait à propos de Canal, personne ne me fait chanter. À bon entendeur. Voilà. Vous êtes un fan de tennis? Non, à peine. À peine. Le foot, vous suivez? Vous en parliez un instant. Oui, je suis un peu le foot. Mais c'est vrai qu'à choisir entre un match de tennis et un match de foot, je vais sur le tennis. Voilà, c'est comme ça. C'est une question de goût, voilà. C'est pas grave, vous me regardez quand même. Non, merci Damien pour les news médias et je vous propose tout de suite, Thomas Soto, qu'on passe à l'interview du Buzz Télé. Alors RTL Soir, je le disais tout à l'heure, c'est le nom de l'émission que vous présentez chaque jour, 18 à 20h, un rendez-vous ponctué de journaux, de chroniques, de débats et d'interviews. Concrètement, comment se découpe cette tranche d'infos? C'est très simple. On commence 18h, il y a un journal, Amandine Bégaud, hyper rythmé, hyper dynamique, en interaction. On parle la même langue avec Amandine, donc ça c'est un moment de bonheur intense. 18h15, l'interview d'actualité. On a un premier invité qui vient sur une douzaine de minutes. Après, l'avantage du soir, c'est qu'on peut adapter le format. Voilà. Quand Bruno Le Maire est venu, on a fait 26 minutes. Voilà, tout est possible. Modulable, voilà, exactement. Vous parlez bien dans la presse écrite. Ensuite, on a un rappel des titres. On a l'œil 2. Alors, l'œil 2, c'est une chronique, mais vraiment, c'est un billet libre. C'est-à-dire que je ne veux jamais savoir de quoi parlent ceux qui font l'œil 2. En l'occurrence, Natacha Polony, qui me donne son thème, mais je ne relis jamais les textes, le lundi. Le mardi et le jeudi, c'est Philippe Cavrivière, qui est un auteur brillantissime et drôlissime, que d'ailleurs Ruquier a récupéré dans son émission du samedi soir. Et vraiment, c'est écoutez-le ce soir si vous pouvez, à 18h30, 18h35. Et le mercredi, c'est Valérie Trierweiler, pareil, qui pour moi est une révélation cette année. Quand j'ai appris qu'elle était virée de chez Match, je l'ai appelée, je me suis dit, tiens, est-ce que tu aurais envie de... On ne se connaissait pas et c'est formidable. Ensuite, on a un deuxième invité, qui est un invité, j'appelle un invité plaisir. Alors, c'est tout, en fait. Ça peut être un politique, si on a envie de réentendre un politique. Ça peut être un médecin. Souvent, le jeudi soir, on a des médecins, parce que ça, il y a la petite conférence de presse avec le monsieur qui cherche ses lunettes, là, les jeudis. Et puis, ça peut être un livre, ça peut être un coup de cœur, ça peut être quelqu'un qui me dit, tiens, t'as vu ça, va voir lui, etc. Ensuite, on a la culture de l'actu, qui est un rendez-vous nouveau de cette année, fait par Julia Molcou. On prend un thème d'actu et elle le décline dans la musique, la littérature, le cinéma. Ça nous fait un bien fou. 19h, le journal. 19h10, on retrouve Amandine Bégaud avec Il y a un jour, il y a un an. J'y tiens beaucoup parce que c'est un droit de suite. Elle prend la date du jour, donc là, elle va prendre le 21 janvier. Elle prend plusieurs événements et surtout, c'est « et depuis ». Qu'est-ce qui s'est passé? On nous reproche souvent dans ce métier d'oublier le droit de suite, de surtraiter une actu et après de ne pas suivre. Elle suit, elle rappelle les gens et elle nous raconte un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, le monde tel qu'il est, débat, controverse dans tous les sens sur les sujets d'actualité. Et on termine avec le monde de demain qui nous est raconté avec humour par Cyprien Sini. C'est riche, hein? C'est très riche. Est-ce que c'est un exercice très différent de la matinale que vous avez présenté, je le rappelle, c'était sur Europe 1, c'est jusqu'en 2017. Ouais. C'est pas un exercice très différent dans l'exigence éditoriale que j'y mets et qu'on y met tous. Il y a deux trucs un peu plus faciles. C'est que je me lève pas 2h30 du mat, ça c'est quand même pas négligeable. Le bonheur. Et l'autre truc, c'est ce que je vous disais sur l'adaptabilité et la modularité des rendez-vous. C'est-à-dire que le matin, l'auditeur aime bien savoir qu'il se brosse les dents au moment où François Langlais arrive et qu'il met son manteau au moment des titres de 8h de Dominique Tenza. Là, on est plus souple là-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'adapter, on peut changer des rendez-vous, changer des choses. La tension n'est pas complètement la même et permet un temps plus long et un temps d'explication plus développé. Donc moi, ça me plaît. Plus léger aussi, peut-être. Pas forcément, parce que moi, Europe, j'aimais. Moi, je pense que la vie est faite de nuances et de variations et de plaisirs différents et de moments tendus, de moments détendus. À Europe, c'était le cas, et notamment, je m'appuyais beaucoup sur Laurent Cabrol, sur Canteloup, sur tout ça à l'époque. Et là, c'est pareil. Je pense qu'il faut. Si on n'est que tout le temps dans la baston, je pense que ça fatigue. Et si on n'est que dans le sourire et la détente, l'auditeur n'a pas son compte. Donc, c'est un équilibre à trouver, qui est un équilibre qui se fabrique chaque jour. J'allais dire presque en direct. Voilà, c'est la façon dont on sent les choses.
Damien, la parole aux internautes. Exactement, Oh, yo, yo, yo. nous sommes en direct. Alors rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de critiques. Vous n'allez pas bloquer grand monde aujourd'hui. Ma mère me dit qu'elle est en train de se connecter sur 3615 Le Figaro. Ça ne marche Voilà, il pas. y a beaucoup de sautos. Alors il y a des cousines apparemment qui sont là. Ah bon Non, je plaisante. Jean-Laurent Lefray qui est avec nous sur la page Facebook de TV Magazine. J'aime beaucoup Thomas tout simplement car il est vrai. Et quand il a une chose à dire, il dit la vérité. Il ne se cache pas à l'antenne. Voilà pour le message de sympathie. On va prendre une question de Tristan qui souhaite savoir une question en lien avec le départ de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1. Il souhaite savoir si on vous avait proposé ce poste, est-ce que vous l'auriez accepté? Je crois que c'est pas mon ADN comme on dit souvent. Donc on ne me l'a pas proposé, c'est bien comme ça. Je pense que Pernaut fait ça formidablement bien. Je trouve que Julien fait ça très bien, honnêtement. Je trouve qu'il met sa patte. Marie-Sophie est formidable aussi. Je trouve que c'est un très bon choix pour TF1 d'être allé chercher Marie-Sophie. C'est pas l'actu que je traite de la meilleure façon, le plus spontanément. Voilà. Vous n'avez jamais secrètement rêvé d'occuper un tel poste en tant que journaliste? On dit souvent que c'est le Graal d'occuper un poste de présentateur de JT, notamment sur... Le Graal, c'est le plaisir, en fait. Et je trouve que quand même, globalement, ces dernières années, je ne suis pas sevré et je ne suis pas privé de plaisir. Donc j'ai l'impression de vivre un peu mes rêves au quotidien et ça me va. Voilà, encore une fois, c'est pas de la langue de bois ou de la fausse modestie, mais moi, quand je vous écoutais tout à l'heure, oui, j'ai fait une matinale, j'ai fait Capital, je présente du 20h, je fais RTL Soir. Si je me plains avec ça, je pense qu'il faut que j'aille voir un psy tout de suite. Quoi. Je rappelle, j'étais arrivé aux manettes de cette émission, c'était en juin 2019, pour succéder à Marc-Olivier Fogiel, qui a rejoint BFM. Écoute toujours, parce qu'il m'envoie souvent des petits textos pendant l'émission. Le professeur qui donne des notes? Non, c'est pas dans ce rapport-là, mais c'est plutôt bienveillant. Il écoute. Le bilan que vous faites près de 2 ans après de cette nouvelle expérience sur RTL Soir? C'est la radio, quoi. C'est la radio, c'est simple, c'est efficace, c'est le lien tellement particulier qu'on peut avoir avec l'auditeur, c'est le plaisir, et c'est aussi, parce que moi j'avais un peu peur d'avoir du mal à attirer les gros poissons, les invités le soir à 18h, il faut les faire venir à Neuilly, ça roule mal, il y a des travaux porte-maillot, et en fait ça se passe très très bien, ils sont tous venus, quoi, ou presque, donc non, franchement, je suis content d'y aller. Voilà, je me lève le matin, je me dis chouette, voilà. Chouette la radio, merci RTL, donc tous les matins. Absolument. On va prendre une question de Samuel, cette fois-ci. Samuel qui aimerait savoir quel est l'invité que vous adoreriez recevoir dans votre émission, mais que vous n'avez malheureusement jamais reçu. Il vous pose une colle. Il y a quelque temps, je vous aurais répondu Barack Obama. Ouais. Même si c'est une espèce de Graal pour nous journalistes. Ouais. Après, on sait qu'ils sont... C'est pour ça que je trouvais que l'interview de Bunel était très très maligne, parce qu'il n'est pas allé le chercher sur du politique classique, et donc il en a obtenu autre chose. L'invité que j'aimerais avoir, en étant toujours connecté à l'actu, c'est quand même Kamala Harris. Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Ouais. Elle vous fascine en tant que... Je ne sais pas si elle me fascine, mais oui, elle m'interroge, elle m'intéresse. Je trouve que c'est un parcours. Je trouve que son visage était très expressif hier. Les gens sont toujours plus complexes que l'image qu'ils peuvent en renvoyer. Elle ne va pas sauver le monde, c'est pas la mère Noël, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle a dans la tête. Ouais, ça m'intéresse. Et là, j'aimerais bien recevoir Édouard Philippe aussi. Pourquoi ? Parce que je trouve que son départ, il ne parle pas, il est très discret, et une grande interview avec lui, dans laquelle il accepterait de jouer le jeu. Vous voyez, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dans la tête. Un peu plus sur la psychologie de la personne, c'est ça ? La psychologie, la politique, tout. Savoir ce qu'il y a dans la tête. Voilà. Donc l'invitation est lancée, il faudra se rendre au Havre dans les jours qui viennent. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà presque un an que l'actualité est dominée par la crise sanitaire. On en a beaucoup parlé. Vous qui aimez la diversité des informations que vous traitez, est-ce qu'on n'est pas en train de frôler un peu l'overdose justement avec... Covid-19. Si, nécessairement, mais en même temps, c'est une actualité qui évolue tout le temps. Dès qu'on a l'impression d'en sortir, il se passe quelque chose. Et c'est presque plus varié, entre guillemets, là que ça a pu l'être au printemps. Et en plus, on a aujourd'hui un système médiatique qui fait que l'overdose nous saute à la figure, quoi qu'il arrive. Voilà, tout devient... Je me faisais la réflexion hier sur la passation de pouvoir aux États-Unis. C'est qu'il n'y avait plus que ça qui existait dans le monde entier. Et il y a un moment, moi je me suis levé hier matin et je me suis dit... je ne suis pas sûr d'avoir très envie de passer la journée sur la passation de pouvoir aux États-Unis. Mais on n'a pas le choix. On n'a que ça partout.
D'ailleurs, pour le coup, dans RTL Soir, on l'a évidemment traité parce qu'on était à l'heure où ça se passait, mais j'ai choisi volontairement de ne pas avoir des invités qui étaient strictement hier sur les États-Unis. On en avait beaucoup parlé avant, évidemment, mais on en a parlé avec Robert Badinter. Mais voilà, il faut aussi, je pense qu'il faut savoir varier les choses parce que cette actualité est lourde, elle est un peu monomaniaque, même si nous avons notre ami le variant anglais, le variant sud-africain, peut-être le variant brésilien. Quelques nouveautés. Ouais, qui malheureusement sont des nouveautés qui n'annoncent rien de bon pour la suite. Damien. Allez, on va prendre une question de François. Lorsque vous n'êtes pas à l'antenne, que faites-vous ? Quand je ne suis pas à l'antenne. Oui, exactement. Oui, parce que c'est vrai qu'on vous entend le soir, mais accessoirement, vous vous réveillez peut-être à 9h, je ne sais pas. Et puis, non, à 9h, je suis déjà à tôt RTL. Non, j'arrive à RTL vers 9h, justement, 9h, 9h moins 10. On a la première conf de rédac qui est commune avec RTL Midi et Christelle Rebière, où là, on dessine un peu ce qu'on veut faire. On a une deuxième conf à 15h, puis on prépare tout ça. On a une petite équipe, nous, on est une petite PME sur RTL Soir. Et donc, j'y passe la journée. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai toujours été, je suis un besogneux. J'ai besoin d'être là. Quand en interview, un invité me fait une réponse et que je suis pris de court, ça me met d'une humeur massacrante. Je me dis, merde, pourquoi j'y ai pas pensé ? Pourquoi tu sais pas là ? Pourquoi tu n'as pas le chiffre ? Voilà, donc j'aime bien avoir toutes les munitions dans le coffre de la R16, comme on dit. Enfin, comme on disait en 1970. Vous avez connu les R16. Merci. Des munitions, alors en matière d'audience, RTL Soir, hein, quelques chiffres. En moyenne, c'est 519 000 auditeurs, pour être précis, ce qu'on dit au quart d'heure moyen, pour la période novembre-décembre 2020, selon la dernière étude de Médiamétrie, une progression inédite de 20% par rapport à la vague précédente. Est-ce que vous fixez des objectifs d'audience ? L'audience avait les yeux rivés dessus ou pas du tout ? Alors, en radio, on ne peut pas avoir les yeux rivés dessus parce qu'on a une étude. Ouais, c'est ça. Donc, autant en télé, tous les matins, on regarde, on voit les progressions, etc. En radio, c'est un peu plus compliqué, avec en plus un outil qui est quand même un peu à l'ancienne pour les sondages radio. Un recueil par téléphone, on le rappelle. Ouais, alors, est-ce que je suis attentif aux audiences ? Bien sûr, on a envie que ça marche parce que c'est aussi la récompense d'un travail, du travail d'une équipe. Et on fait ça. Quand on a quelque chose dont on estime qu'il est bien, on a envie qu'il y ait le maximum de gens qui l'écoutent. C'est d'ailleurs là aussi qu'on vit beaucoup sur les réseaux sociaux le soir, parce qu'il faut aussi faire vivre tout ça aux gens qui ne sont pas forcément à la radio le soir. Je ne vous cache pas que ce couvre-feu de 18h n'est pas mon meilleur ami en ce moment. Ouais. Il m'inquiète un petit peu. Mais bien sûr, oui, on suit les audiences. Après, c'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. On sait justement que la radio elle est très écoutée dans la voiture, hein, c'est un grand pourvoyeur d'audience. Or, malheureusement, donc c'était 77,5% des auditeurs selon Médiamétrie l'année dernière. Il est vrai que l'audience radio, globalement, s'affaisse aujourd'hui du fait du confinement. Est-ce que le télétravail peut tuer la radio ? Non, tuer, non, je ne crois pas. Vous savez, on a entendu dire beaucoup que, par exemple, les 20 heures, l'information, tout ça était mort, que c'était le monde d'avant, etc. On a une démonstration éclatante depuis 1 an que les gens ont besoin de repères. Et je pense que les grandes radios, les grandes éditions, les grands journaux sont des repères. Alors oui, il y a moins de monde dans les voitures, donc il y a moins d'autoradios qui sont allumées, ça c'est sûr. Je pense que c'est une passade et je pense que les gens ont aussi leurs habitudes, leurs envies, leur goût pour la radio. Donc je suis pas inquiet à long terme, voilà. Ni à moyen terme d'ailleurs. La radio, vous avez goûté Europe 1, aujourd'hui vous êtes à RTL. Qu'est-ce qui différencie profondément ces deux stations de radio ? Dans les deux maisons, il y a des gens passionnés, il y a des gens qui aiment ce média. La radio, je ne sais pas comment on peut la raconter, ça se vit la radio. C'est d'une simplicité totale, c'est d'une immédiateté totale, ça crée un lien qui est vraiment... Les gens qui vous écoutent à la radio et ceux qui vous regardent à la télé ne vous abordent pas de la même façon dans la rue. Voilà. C'est-à-dire qu'on échange, on débat presque avec l'auditeur, alors qu'on a plus un rapport... il y a forcément un peu plus de distance avec la télé, mais... fondamentalement, ce sont deux maisons qui sont des maisons, en tout cas pour les rédactions, qui sont faites par des passionnés, par des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard et qui lâchent rien, quoi. C'est dit. Damien, une question internaute. On va prendre une question de Manuel, justement, en lien avec l'actualité de la radio. Il y a que des mecs, hein, c'est fou. Il y a beaucoup de mecs, ouais. Ah non, ceci dit, là, j'ai une Frédéric. Qu'est-ce qu'elle veut, Frédéric, voilà, pour l'instant, elle n'a pas de question pour vous. Bon. Frédéric, posez une question. J'attends votre question. Une question de Manuel qui souhaite savoir, justement, ce que vous pensez des audiences d'Europe 1. C'est vrai que, malheureusement, la station ne parvient pas vraiment à redresser la barre. C'est un peu compliqué. J'en pense rien, je leur souhaite qu'elle se redresse. Voilà, je suis pas là. Parce que vous, c'est vrai que vous avez connu cette station-là, malheureusement. Vous avez un très bon commentateur d'audience qui s'appelle Jean-Marc Morandini, vous devriez l'inviter. Il fera ça beaucoup mieux que moi. Exact. Ça vous manque ou pas, Europe 1 ? Vous aviez une équipe là-bas de 2013 à 2017 quand même, vous y êtes resté quelques années. Vous êtes toujours en contact avec... je suis toujours en contact. Quand les gens qu'on aime dans la vie, qui travaillent au Figaro, à Libé, au Monde, à Europe 1, RTL ou à France Inter, ça reste, les amis restent les amis. On quitte un moment la radio et RTL pour parler de la télé, puisqu'on rappelle que vous êtes en compagnie de Léa Salamé pour le magazine Politique. Vous avez la parole sur France 2. Le prochain numéro, c'est le 11 février.
Invité fil rouge sera le ministre de l'Intérieur, hein, Gérald Darmanin. Pourquoi choisir ce membre du gouvernement ? Parce qu'il ne vous a pas échappé que d'abord c'est un membre du gouvernement qui compte, qui pèse de plus en plus politiquement. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un projet de loi sur le séparatisme en ce moment qui fait déjà beaucoup parler. Et en plus ça nous permet d'organiser un débat derrière face à Marine Le Pen. Et c'est intéressant de confronter les deux. Et que l'émission politique a pour, vous avez la parole, pardon, a pour vocation de faire entendre et de donner la parole aux politiques de tous bords d'ailleurs. Hein, voilà, un coup c'est eux, un coup après c'est les autres. Voilà. La politique à la télé, on a l'impression que c'est un peu compliqué. Hein. Le programme enregistre notamment des scores d'audience en dents de scie. Hein. Jean Castex, en septembre dernier, avait fédéré 2,3 millions quand même de téléspectateurs. La dernière émission qui était retransmise en novembre, on n'a rassemblé que 1,1 million. Comment on explique ces écarts et comment arriver justement à intéresser davantage les Français à la politique? C'est une question qu'on se pose en permanence. C'est vrai que c'est difficile de faire venir les téléspectateurs sur la politique aujourd'hui. Après, je pense que c'est fondamental de ne pas renoncer, et on ne renoncera pas. On n'a pas la formule magique. Après, ce qui compte pour Vous avez la parole, c'est de peser l'émission de Jean Castex, 2,3 millions. C'est un bon score. C'est pas énorme, c'est pas énorme, c'est pas un triomphe, mais c'est un bon score. Mais surtout, on en parle. L'émission avec Olivier Véran, quand on fait ça au Vélodrome, on en parle avant, on en parle pendant, on en parle après. C'est ça qui compte aujourd'hui. C'est aussi une émission d'influence. Et c'est pour le coup une vraie émission de service public parce que aujourd'hui, compte tenu des contraintes commerciales, il n'y a pas une autre chaîne, un autre groupe qui peut se permettre de se dire on fera peut-être 1,1 million, mais c'est pas grave. Et moi je dis c'est pas grave, et il faut être là, il faut être au rendez-vous, et ça fait partie de la citoyenneté, même si ça fait un peu grandiloquent. Toujours pas de questions Là, j'ai une Pascale avec un E, si ça vous intéresse. Ça vous va? Alors c'est vrai, elle souligne le fait que vous apparaissez ponctuellement à la télévision. Alors on rappelle, vous avez la parole, on vient d'en parler, également Joker de Laurent Delahousse lorsqu'il s'absente. Est-ce que vous aimeriez être davantage à la télévision, et si oui, dans quelles émissions? Ouf, alors là. Alors déjà, mes journées sont bien remplies. Ouais. Donc c'est sûr que si je pouvais réduire mes heures de sommeil, puis j'essaie d'en garder un peu pour ma famille aussi. Oui, après, on a envie toujours de tout faire et de tout faire plus. Là, ça fait déjà... objectivement, là, ça serait un peu compliqué d'en faire plus. Parce que vraiment, c'est des grosses semaines et c'est des... Mais je ne veux surtout pas me plaindre. Hein, mais mes dernières vacances datent du mois d'août. Il y a un moment, ça tire un peu dans les pattes quand même. Hein. Mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de ces magazines d'enquête que vous avez incarnés, d'ailleurs avec brio. Est-ce que vous aimeriez encore... Quand il dit avec brio, c'est qu'il y a une saloperie derrière qui arrive, attention. Non, même pas, c'est vraiment une question sur vos aspirations. Est-ce que vous aimeriez justement retrouver les rênes de ce genre d'émission? On vous a bien connu dans Capital, complément d'enquête également. Vous savez, en fait, moi, je me suis jamais dit, quand j'ai fait Capital, M6 m'a appelé, m'a proposé Capital. France 2 m'a appelé, m'a proposé Complément, et Laurent, à l'époque, m'a proposé d'être son joker. Je me suis jamais posé la question de savoir ce que vraiment, de dire, tiens, je veux faire ça, je veux faire ci. J'aime bien me laisser un peu porter. J'ai de la chance, donc ça se passe plutôt pas mal. Là, je suis bien, je me plais dans ce que je fais. Donc, je me lève pas le matin en disant... Qu'est-ce que je peux faire? Mais le terrain, l'enquête de terrain par exemple, ça c'est quelque chose. Parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup en studio à RTL. Vous n'aimeriez pas aller sur le terrain, la rencontre des gens, incarner quelque chose? Ça oui, aller sur le terrain, oui. C'est marrant, j'entendais que ça fait 10 ou 11 ans le séisme en Haïti. J'y étais allé pour BFM TV à l'époque. C'était un souvenir très fort, humainement très marquant, etc. Ça me manque sans doute, mais ma façon de pallier ce manque, c'est dans ma façon de faire mon métier. Moi, je considère que je suis là pour mettre en valeur le travail des reporters. C'est ce que je fais à la radio, c'est ce que j'essaye de faire à la télé. C'est pour ça que j'essaye chaque fois de raconter une histoire comme si tout était un grand reportage, en fait. Voilà. C'est un peu ma façon de pallier ce manque. Mais oui, évidemment, après, on peut pas être partout à la fois. C'est difficile. Thomas Soto, je vous propose de conclure cette émission avec un moment un peu plus léger, un peu de légèreté avec notre rubrique sucré-salé. Le principe, on vous toujours soumet... pas de questions de Frédéric? Non, toujours pas. Non, peut-être pour le sucré-salé. Peut-être. On vous soumet 2 propositions, Thomas Soto. Évidemment, vous en choisissez une seule, et de la légèreté, on l'aime. Est-ce que vous préférez Nikos Aliagas, c'est votre prénom, hein, Nicolas. Ou Roger Federer, votre idole? Nikos ou Federer? Vous me demandez de choisir entre papa et maman, là. Non, attendez. Non, mais je préfère... franchement, quand on a vu Nikos sur un cours de tennis, on se dit qu'on préfère voir Federer sur le cours de tennis et Nikos pour nos vacances en Grèce, mais ça...
c'est secret. On n'en saura pas plus. Non. RTL Soir, où vous avez... Il écoute, hein, Nico, parce qu'il m'a envoyé un message hier, parce que je chantais sur du Goldman, juste pendant la culture de l'actu. Il m'a dit, dis donc, dis-le que tu veux faire The Voice. Et j'ai donné le message à l'antenne. Et il s'est plaint parce qu'il a dit, t'as pas donné tout mon message. Il dit, dis-le que tu veux faire le Voice, petit con. Voilà. Donc là, vous avez tout le message. Message de sympathie. On poursuit le sucré-salé. RTL Soir, où vous avez la parole. Vous avez créé beaucoup de divorces dans votre vie ou pas? Quelques-uns. Je vais vous dire. Alors, attention, vos employeurs vous écoutent. L'avantage, non, mais je suis très à l'aise avec ça. L'avantage, c'est que les deux sont compatibles, comme vous l'avez vu. Et RTL Soir, j'adore. Et Léa Salamé, je t'aime. Voilà, je veux le dire, parce que Léa Salamé, c'est une fille formidable. C'est une fille qui est nature. Il y a des gens qui ont une image d'elle, ils se trompent. Et puis, il y a les gens qui ont de la chance, qui ont la vraie image d'elle, et ils ont de la chance de la connaître. Voilà. C'est dit. Et pour terminer, est-ce que vous préférez le matin, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, le matin ou le soir? Pourquoi faire? Pour présenter. Pour exercer votre métier surtout. Le soir, j'aime beaucoup le journal de 20h d'Anne-Sophie. C'est complètement hors sujet comme réponse. La maison, oui, tout à fait. Bon, on rappelle que c'est France 2. Oui, bah, c'est la maison aussi. C'est votre grande maison. Merci Thomas, vous restez encore Thomas. un instant avec nous. Ah, il y a une question de Frédéric, ça y est? Non, toujours pas, mais Oh. c'est pas possible. Non, mais On transmettra. on transmettra, elle reviendra peut-être demain. Demain, le Buzz Justement. Télé se poursuit. On recevra quel invité? On reviendra demain avec un animateur qui officie au sein du groupe M6. Il aime les croûtes, il aime la vie, il aime la boulangerie. Il peut présenter la meilleure boulangerie de France. Il s'agit de Norbert Tarrer qui viendra sur ce plateau. À mon avis, il va tout retourner demain. Vous savez comment il est. Donc voilà, il viendra nous parler de cette nouvelle saison qui s'amorce sur la chaîne. Et goûter le flan sans œufs de Cyril Lignac, c'est une tuerie, voilà, parce que vous parlez de ça. C'était la page de pub de Thomas Soto. Non. Conclure cette Ben voilà, émission. je fais partager mes goûts, et voilà. Vous Et non, allez monsieur, je paye mes flancs quand je vais à la C'était boulangerie. ma C'est ça votre question. question? Exactement. Non, mais c'est pas possible. Merci Thomas d'être venu au Buzz Télé. Donc ce soir, on rappelle RTL Soir, 18h, 18h et parti pour 2h. 2 à 20h, on sera là. Merci encore. Très belle émission. Merci. Merci à vous.